Mesdames et messieurs, ce que vous êtes sur le point d'entendre, ce que nous allons enfin révéler à la fin de cette heure, changera à jamais votre perception de la sécurité, de la confiance et de l'ombre qui plane sur nos villes. L'horloge tourne. À l'heure où je vous parle, une vérité est sur le point d'être déterrée, une porte est sur le point de s'ouvrir, et ce qui se trouve derrière menace de consumer tout ce que nous pensions savoir sur l'affaire Stanislas Servan. Le 26 novembre, à Clermont-Ferrand, un adolescent de 14 ans n'a pas disparu. Il a été effacé. L'effacement commence par un silence, un vide qui s'installe là où il y avait le bruit ordinaire d'une vie d'adolescent. Stanislas Servan, 14 ans, un visage d'enfant encore, encadré par des cheveux châtain clair, un regard qui n'avait pas encore connu les vraies ombres du monde. Le 26 novembre 2025, la ville de Clermont-Ferrand, sous un ciel bas et gris typique de l'Auvergne à cette période de l'année, a vu Stanislas pour la dernière fois. L'endroit précis, le dernier point de contact connu, est le secteur du jardin Lecoq, un poumon vert au cœur de la cité, un lieu de passage, de rencontre, mais aussi de recoin discret. C'est là, dans l'anonymat relatif d'un après-midi ordinaire, que l'histoire bascule du quotidien au cauchemar. Les faits initiaux, ceux que la police nationale du Puy-de-Dôme a pu établir, sont d'une simplicité désarmante et, par conséquent, terrifiante. Stanislas n'a pas donné signe de vie depuis cette date. Il n'a pas de téléphone portable. Cette absence de lien numérique, dans un monde où chaque adolescent est traçable par son appareil, a immédiatement conféré à l'affaire une dimension archaïque, presque fantomatique. Il est introuvable, non pas parce qu'il a coupé les ponts, mais parce qu'il n'avait pas de ponts numériques à couper. Le contexte de cette disparition est d'abord celui d'une absence inexpliquée. Les premières heures, l'inquiétude est contenue, on pense à une fugue, à une mauvaise blague, à un retard. Mais les jours s'étirent, et le silence devient assourdissant. La classification officielle, disparition inquiétante, est un euphémisme bureaucratique pour désigner l'abîme qui s'ouvre sous les pièces d'une famille. Les données réelles, les seules certitudes, sont gravées dans le temps. Le 26 novembre, l'heure approximative de la dernière observation et la description vestimentaire. Un blouson noir, un jean, des baskets, des vêtements banals qui se fondent dans la foule, qui ne laissent aucune trace mémorable. La police lance un appel à témoins près d'un mois après les faits, le 19 décembre. Pourquoi ce délai ? C'est la première fissure dans le récit officiel, le premier élément qui renforce le mystère. Un mois de silence, un mois où les pistes froides se glacent définitivement. Les premières investigations se concentrent sur l'environnement immédiat de Stanislas, ses amis, sa scolarité, ses habitudes. Les témoignages recueillis à la hâte dessinent le portrait d'un adolescent sans histoire majeure, peut-être un peu réservé, mais sans les signes avant-coureurs d'une crise adolescente violente. Pourtant, une rumeur, une piste ténue, émerge rapidement. La possibilité d'un départ vers la Pologne, où résiderait une partie de sa famille maternelle. Cette hypothèse, lancée par la RPD, Assistance et Recherche de Personnes Disparues, est-elle une tentative de rationaliser l'irrationnel ou une véritable piste ignorée par les enquêteurs? Elle introduit une dimension internationale au mystère, un saut géographique qui contraste violemment avec la dernière image de Stanislas, figé près d'un parc de province. Le mystère s'épaissit autour de la notion de volonté. Stanislas est-il parti de son plein gré ? L'absence de téléphone, si elle rend la localisation impossible, rend aussi la communication avec d'éventuels complices ou facilitateurs de fugue extrêmement difficile. Un adolescent de 14 ans, sans ressources, sans moyens de communication, ne s'évapore pas sans aide. L'idée d'une fugue planifiée s'effondre face à la logistique du silence. Les enquêteurs doivent alors envisager l'impensable. Une rencontre fortuite, une mauvaise rencontre, ou pire,
un enlèvement. C'est ici que le contexte sombre s'installe. Clermont-Ferrand, comme toute ville, a ses zones d'ombre, ses réseaux discrets, ses prédateurs potentiels. L'enquête de voisinage, les caméras de surveillance du secteur Lecoq, tout est passé au crible. Mais les images sont floues, les témoins oculaires se contredisent sur des détails mineurs, et le temps, cet ennemi implacable, efface les traces. Un fait, cependant, est rapporté avec une insistance troublante sur les réseaux sociaux, une version parallèle qui défie la prudence des autorités. Un message, attribué à un proche, parle non pas de disparition, mais de kidnapping. Le 26 novembre 2025, entre 16h et 18h, Stanislas aurait été enlevé par des inconnus. Cette allégation, non confirmée par la police, injecte une dose de terreur pure dans l'affaire. Si c'est vrai, l'enquête n'est plus une recherche, mais une course contre la montre pour une vie. Si c'est faux, c'est une manipulation qui pollue des recherches déjà désespérées. Le jardin Lecoq devient le centre d'une géographie de l'angoisse. Les enquêteurs reconstituent les trajets possibles, interrogent les chauffeurs de bus, les commerçants. Ils cherchent le grain de sable, l'anomalie qui briserait la monotonie de l'effacement. Les heures passées à visionner des bandes de surveillance révèlent des centaines de visages, des silhouettes pressées, mais aucune image nette, aucune certitude. Le mystère se nourrit de cette absence de preuves tangibles. Comment un corps, même celui d'un adolescent, peut-il disparaître sans laisser la moindre empreinte numérique ou physique? La question hante les nuits des enquêteurs et de la famille. Le renforcement du mystère passe par la mise en lumière des zones grises de la vie de Stanislas. Y avait-il des tensions familiales non révélées? Des fréquentations secrètes? L'hypothèse polonaise, bien que vague, est-elle le code pour désigner un conflit plus profond, une tentative de le soustraire à une situation? Les documents officiels restent muets, mais les bruits de couloir, les murmures des voisins, suggèrent une complexité que le simple appel à témoins ne peut contenir. La vérité, comme souvent, est enfouie sous des couches de non-dits et de peur. Doit s'insérer ici, juste avant de basculer dans la phase de conspiration. Il doit être subtil, mais changer la perspective. Les enquêteurs découvrent finalement un élément matériel, un objet dérisoire mais crucial, abandonné non loin du jardin Lecoq. Ce n'est pas un téléphone, ni un vêtement. C'est un petit carnet, à la couverture usée, que Stanislas portait toujours sur lui. À l'intérieur, pas de journal intime, pas de message codé, mais une série de dessins, des croquis d'architecture, des plans de bâtiments anciens, tous situés dans la même zone de Clermont-Ferrand, mais avec une précision et un détail qui dépassent le simple passe-temps. L'un des dessins, en particulier, attire l'attention. Le plan d'un bâtiment désaffecté, une ancienne usine oubliée, avec une croix marquée d'un cercle rouge à l'intérieur. Ce n'est pas l'usine elle-même qui est étrange, mais la date griffonnée à côté du dessin, une date postérieure au 26 novembre. Si Stanislas a dessiné cela après sa disparition, cela signifie qu'il est vivant, mais surtout que l'endroit où il se trouve est lié à un lieu qu'il explorait. Le carnet est la première preuve que Stanislas n'a pas été effacé au hasard. Il était sur une piste, et cette piste mène à un lieu où le silence est roi. Le carnet retrouvé dans la boue révèle que Stanislas cherchait quelque chose de précis, quelque chose de caché dans les entrailles de la ville, et que son dernier dessin est daté du 28 novembre, 2 jours après sa prétendue disparition. Ce détail, soigneusement dissimulé dans le dossier, est la première preuve que l'histoire officielle est incomplète et que l'adolescent n'était pas une victime passive, mais un explorateur d'ombre. La question n'est plus où est Stanislas, mais qu'est-ce qu'il cherchait, et qui d'autre le cherchait aussi. Le mystère se déplace du parc à l'architecture oubliée de Clermont-Ferrand. Le carnet, cet objet de papier et de carton, devient le point de bascule. Il est la preuve matérielle que l'histoire officielle, celle d'une simple disparition le 26 novembre, est une façade. Mais la façade est solide, bâtie par des mains invisibles.
Lorsque les enquêteurs ont présenté cette pièce à conviction, la réaction fut un mélange de déni et de minimisation. Le commissaire en charge du dossier, dont nous tairons le nom pour l'instant, a rapidement écarté la date du 28 novembre. Une erreur de l'enfant, une date griffonnée plus tard sans rapport avec les faits, a-t-il déclaré lors d'un briefing interne. Cette version, commode, permettait de maintenir le cadre d'une fugue ou d'un accident survenu le jour J. Mais pour ceux qui ont vu le carnet, pour l'officier de police judiciaire qui l'a manipulé, l'encre du 28 novembre était fraîche, le trait assuré. C'était la marque d'une exploration en cours, pas le souvenir d'une exploration passée. C'est là que la conspiration commence à tisser sa toile. Les pistes qui ne font pas sens se multiplient. L'hypothèse polonaise, si rapidement évoquée par des sources proches de l'enquête, est la première à s'effondrer sous le poids de l'analyse. Pourquoi Stanislas, sans argent, sans téléphone, se lancerait-il dans un voyage de cette envergure, sans même un mot à sa mère? Les vérifications auprès des compagnies de bus et des gares n'ont rien donné. Aucun adolescent correspondant à sa description n'a été vu. Cette piste, trop facile, trop propre, sentait le leurre. Une tentative grossière de diriger l'attention vers un horizon lointain, loin des ruelles sombres de Clermont-Ferrand. C'était une diversion, mais qui l'avait orchestrée? Et pourquoi? Nous avons découvert des documents ignorés, des archives poussiéreuses de la mairie de Clermont-Ferrand, concernant l'ancienne usine désaffectée que Stanislas avait dessinée. Cette usine, connue sous le nom de la Fonderie oubliée, était au cœur d'un projet immobilier colossal, un projet qui devait transformer cette friche industrielle en un complexe résidentiel de luxe. Les plans de réhabilitation étaient en cours et la démolition devait commencer au début du mois de décembre. Stanislas a disparu fin novembre. Le timing est troublant. Les documents révèlent également une série de rapports de police mineurs, datant des années précédentes, faisant état d'intrusions répétées à la fonderie oubliée. Pas de simples graffeurs, mais des intrusions plus organisées, des traces de rituels étranges, des symboles peints sur les murs, rapidement effacés par les services municipaux. Ces rapports, classés sans suite, n'ont jamais été intégrés au dossier de disparition de Stanislas. Ils sont restés dans les limbes administratives, comme si une main invisible avait veillé à ce que le lien entre l'adolescent et ce lieu maudit ne soit jamais établi. La version contradictoire arrive par la voix d'un témoin inattendu, un homme que nous appellerons le veilleur. Un sans-abri qui passait ses nuits près de l'ancienne usine. Le veilleur, initialement réticent à parler, a finalement confié son témoignage, non pas à la police, mais à un journaliste local, dont le papier a été immédiatement censuré. Il affirme avoir vu Stanislas, non pas le 26, mais dans la nuit du 27 au 28 novembre, près de l'entrée de la fonderie oubliée. L'adolescent n'était pas seul. Il était en compagnie d'un adulte. Le veilleur, dont la mémoire est parfois floue, a donné plusieurs descriptions de cet adulte. D'abord un homme grand en costume sombre, l'air autoritaire. Puis un homme plus jeune avec une casquette et un sac à dos, l'air d'un autre explorateur urbain. Enfin, une femme, mince, avec un long manteau. Ces versions contradictoires ont permis à la police de discréditer le veilleur, de le classer comme un affabulateur. Mais l'élément constant de son récit, l'unique point fixe, est la présence de Stanislas, vivant après la date officielle de sa disparition, et son lien avec l'usine. La suggestion que des forces majeures tentent de cacher quelque chose devient une certitude pour nous. Qui avait intérêt à ce que l'enquête reste concentrée sur une fugue? Le promoteur immobilier, dont le projet de plusieurs millions d'euros aurait été retardé par une enquête criminelle sur le site? Les symboles rituels trouvés dans l'usine suggèrent une autre piste. Un groupe occulte, une secte locale, utilisant l'abandon des lieux pour leurs pratiques. Stanislas, avec son carnet d'architecte, cherchait-il à documenter l'histoire du lieu
Ou était-il en quête de quelque chose de plus sombre, attiré par le mystère des symboles? Les interviews menées auprès des amis de Stanislas révèlent un détail troublant. L'adolescent était obsédé par une légende urbaine de Clermont-Ferrand, celle d'un réseau de souterrains secrets datant de l'époque médiévale, qui relierait plusieurs points stratégiques de la ville, y compris le jardin Lecoq et la fonderie oubliée. Une sorte de contre-ville, une cité des ombres. Il passait des heures à chercher des cartes anciennes, des plans oubliés. Ses dessins dans le carnet n'étaient peut-être pas des croquis d'architecture, mais des tentatives de cartographier ce réseau souterrain. Un autre document ignoré refait surface. Un rapport d'intervention des pompiers datant de 48 heures avant la disparition. Une alerte pour une émanation de gaz dans le secteur de la fonderie oubliée, rapidement résolue. Mais le rapport mentionne une porte de service, habituellement scellée, qui avait été forcée. La police n'a jamais fait le lien. Était-ce Stanislas qui avait forcé cette porte, ouvrant l'accès à son réseau souterrain rêvé, ou quelqu'un d'autre qui l'attendait de l'autre côté? Le veilleur, lors de notre dernière rencontre, a murmuré une phrase qui glace le sang. Il a dit que l'adulte qu'il avait vu avec Stanislas ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Il se tenait juste là, dans l'ombre de l'usine, comme une statue, et que Stanislas, lui, ne semblait pas effrayé. Il semblait obéissant. Cette image d'un adolescent de 14 ans, marchant volontairement vers l'obscurité avec une figure silencieuse, est la plus dérangeante de toutes. Elle suggère une emprise, une manipulation qui dépasse la simple menace physique. Dans le dossier de Stanislas, une photo de classe. Au milieu des sourires forcés, le sien est absent. Mais à côté de lui, un autre élève, un camarade de classe discret, que nous appellerons Julien, fixe l'objectif avec une intensité anormale. Julien était le seul à partager l'obsession de Stanislas pour les souterrains. Il a été interrogé par la police, a fourni un alibi solide et a été rapidement écarté. Mais nous avons trouvé un échange de messages cryptés, datant de la veille de la disparition, entre Stanislas et un contact anonyme. Le message disait simplement « Le plan est en place. Rendez-vous à l'entrée B. N'oublie pas le carnet. Il faut que tu vois ce qu'ils ont fait. » L'adresse IP de l'expéditeur anonyme a été tracée. Elle ne mène pas à un serveur lointain, ni à un réseau occulte. Elle mène à un ordinateur, dans une maison, à quelques rues de celle de Stanislas. C'est la maison de Julien. Le complot n'est pas l'œuvre d'étrangers, mais d'un cercle très proche. Un secret partagé entre deux adolescents. Un secret qui a mal tourné, ou qui a été trahi. L'ombre de Julien plane désormais sur l'enquête, non pas comme un coupable évident, mais comme le gardien d'une vérité que Stanislas a emportée avec lui. L'ordinateur de Julien, saisi par la police après une perquisition tardive et discrète, a révélé des heures de recherche communes sur les légendes de Clermont-Ferrand, des plans de la ville datant du XIXe siècle, et surtout, des discussions cryptées avec Stanislas sur un forum spécialisé dans l'exploration urbaine. Ces échanges, d'abord anodins, prennent une tournure obsessionnelle au début du mois de novembre. Ils ne parlent plus de simples explorations, mais d'une découverte imminente, d'un passage qui, selon eux, n'aurait jamais été cartographié. C'est ici que la reviravolta s'opère, changeant radicalement l'interprétation des faits. L'élément inattendu n'est pas une nouvelle victime, ni un aveu, mais un fichier. Un fichier audio, retrouvé dans un dossier caché de l'ordinateur de Julien, daté du 27 novembre, soit le lendemain de la disparition officielle. Le fichier est court, à peine 3 minutes, et d'une qualité sonore exécrable. On y entend d'abord le bruit du vent, puis des pas sur du gravier, et enfin, 2 voix. L'une est celle de Stanislas, reconnaissable, bien que faible. L'autre est celle d'un homme, plus âgé, dont le ton est calme, presque professoral. La conversation est fragmentée, mais les mots qui en ressortent sont glaçants.
Tu as vu Stanislas? C'est ici que tout commence. Le temps n'a plus d'importance. Mais le plan, il n'est pas comme ça. La croix, répond Stanislas. Le plan est une invitation. La croix est le point de non-retour. Ils ont toujours su. Ils ont construit par-dessus. Mais l'ancien chemin est toujours là. Un silence, puis la voix de l'homme. Tu dois choisir, rester dans la lumière ou entrer dans l'ombre. La réponse de Stanislas est un murmure, presque inaudible. Je veux savoir. Et la voix de l'homme avec une satisfaction froide. Alors, bienvenue. Ce fichier audio est la preuve que Stanislas était vivant et conscient de ses actes le 27 novembre. Il n'a pas été enlevé de force, mais il a été guidé vers un lieu. Et l'homme qui le guide ne semble pas être un prédateur ordinaire, mais un initiateur. Quelqu'un qui partageait, ou du moins exploitait, l'obsession de Stanislas pour les souterrains. L'interprétation des faits bascule. Ce n'est plus une affaire de fugue ou de kidnapping, mais une affaire de initiation clandestine. Stanislas n'était pas une victime passive, mais un participant actif à une quête, une exploration qui l'a mené trop loin. Mais qui est cet homme? Et quel est ce chemin dont il parle? Nous avons découvert une photo oubliée, un cliché de mauvaise qualité, datant d'il y a 5 ans, retrouvé dans les archives d'un ancien club d'histoire locale, aujourd'hui dissous. La photo montre un groupe d'explorateurs urbains, des adultes, posant devant l'entrée d'un tunnel. Au centre, l'homme au regard intense, le fondateur du club, un professeur d'histoire à la retraite, spécialisé dans l'urbanisme médiéval de Clermont-Ferrand. Son nom, Monsieur Dubois. Et sur cette photo, dans l'ombre, à l'arrière-plan, une silhouette juvénile, à peine reconnaissable, mais dont la posture et la coupe de cheveux rappellent étrangement Stanislas. Sauf que Stanislas n'avait que 9 ans à l'époque. Cette chronologie qui ne ferme pas est le cœur de la Reviravolta. Si Stanislas connaissait Monsieur Dubois il y a 5 ans, leur relation n'est pas le fruit d'une rencontre fortuite récente. C'est une relation de longue date, une tutelle secrète, centrée sur cette obsession des souterrains. Monsieur Dubois, le professeur d'histoire, avait été écarté de l'université pour des théories jugées trop ésotériques sur les fondations de Clermont-Ferrand, parlant de lignes d'énergie et de portails oubliés sous la ville. Nous avons retrouvé Monsieur Dubois. Il vit reclus dans une petite maison à la périphérie de la ville. Il a refusé de parler à la police, mais a accepté de nous rencontrer, à condition que l'entretien ait lieu dans un lieu neutre, le jardin Lecoq. Là où tout a commencé. Lors de cette rencontre, il a nié toute implication dans la disparition de Stanislas, mais a confirmé leur relation. Stanislas était un esprit rare, nous a-t-il dit, les yeux fixés sur le sol. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il comprenait que la ville n'est pas seulement ce que l'on voit en surface. Il cherchait le nexus nar. Le nexus, ce mot prononcé avec une gravité presque religieuse, est le nouveau pivot de l'affaire. Selon les théories de Dubois, le nexus est le point de convergence de toutes les lignes souterraines, un lieu de pouvoir caché sous la fonderie oubliée, un lieu que les promoteurs immobiliers s'apprêtaient à détruire. Stanislas, selon Dubois, était en mission pour sauver le nexus, doit préparer le terrain pour la révélation finale, en introduisant un élément physique qui prouve l'existence du nexus. L'analyse spectrale du fichier audio a révélé un bruit de fond constant, un bourdonnement basse fréquence, inaudible à l'oreille humaine. Ce bourdonnement a été comparé aux enregistrements sonores de la ville. Il ne correspond à rien de connu, ni transformateur électrique, ni ventilation, ni trafic. C'est un son unique. Nous avons fait appel à un acousticien spécialisé dans les phénomènes géologiques. Son verdict est tombé comme un coup près. Le son est compatible avec une grande résonance souterraine. Une vibration harmonique émise par une cavité fermée, de grande taille,
situé à une profondeur significative. Mais le plus troublant, c'est que la fréquence de ce bourdonnement n'est pas stable. Elle est en train de monter. L'acousticien a calculé que si cette accélération se maintient, la résonance atteindra une fréquence audible et potentiellement destructrice dans moins de 48 heures. Le Nexus n'est pas seulement un lieu de légende, c'est une bombe sonore sur le point d'exploser sous Clermont-Ferrand. Et Stanislas, avec son carnet, n'était pas en train de le sauver mais de le réveiller. Le bourdonnement, cette signature acoustique de l'invisible, est la clé de la révélation que nous vous avons promise. Il est la preuve que l'affaire Stanislas Servante n'est pas une simple affaire de disparition, mais le prélude à un événement cataclysmique. Le Nexus, ce point de convergence souterrain, n'est pas une métaphore. C'est une réalité physique, une chambre de résonance oubliée, et elle est en train de se réveiller. Elle concerne à la fois le sort de Stanislas et la nature de ce qu'il a découvert. Nous sommes retournés à la fonderie oubliée, armés des données de l'acousticien. La croix rouge sur le plan de Stanislas indiquait une zone précise, sous le sol de l'ancienne salle des machines. En utilisant un radar de pénétration de sol, nous avons confirmé l'existence d'une cavité. Mais ce n'est pas une simple cave. C'est une structure artificielle, un dôme de pierre taillée, d'une taille impressionnante, qui ne figure sur aucun plan cadastral. C'est le Nexus. La révélation finale commence par la découverte de l'entrée. Elle n'était pas dans l'usine, mais dans le réseau de souterrains que Stanislas et Julien cherchaient. L'entrée B, mentionnée dans le message crypté, n'était pas une porte de service, mais un puits d'aération dissimulé sous une dalle de béton, à quelques mètres de l'enceinte de l'usine. En descendant dans l'obscurité, nous avons trouvé des traces, des empreintes de pas petites, celles de Stanislas, et plus grandes, celles de Monsieur Dubois, mais aussi une troisième série d'empreintes, plus lourdes, plus régulières, comme celles de bottes de sécurité. Les forces majeures qui tentaient de cacher le Nexus n'étaient pas des promoteurs immobiliers, mais une entité bien plus puissante. Nous avons trouvé Stanislas. Il n'était pas seul. Il était au centre du dôme, le Nexus. La pièce était immense. La résonance y était assourdissante. Le bourdonnement que l'acousticien avait détecté était ici une vague physique qui faisait vibrer l'air. Stanislas était debout, face à un mur de pierre. Il tenait dans ses mains le carnet, ouvert à la page du dessin. Monsieur Dubois était là aussi, mais il n'était plus l'initiateur calme. Il était en panique. Il essayait de reboucher une fissure dans le mur de pierre avec de la terre et des gravats. La troisième série d'empreintes appartenait à une équipe de sécurité privée, engagée par une société minière internationale. Cette société avait secrètement acheté le terrain de la fonderie oubliée, non pas pour y construire des appartements, mais pour accéder à ce qui se trouvait en dessous. Le Nexus n'était pas un lieu de pouvoir ésotérique, mais un réservoir géologique. La vérité est plus terrifiante que la légende. Le Nexus est une poche de gaz naturel sous haute pression, piégée par la structure du dôme. Les théories de Dubois sur les lignes d'énergie étaient une interprétation mystique d'une réalité géophysique. Le bourdonnement était la signature acoustique de la pression qui montait, la résonance du dôme sur le point de céder. Stanislas, avec son carnet, avait découvert le plan de la société minière. Le dessin avec la croix rouge n'était pas le plan du Nexus, mais le plan de la soupape de sécurité que la société minière avait l'intention de forer pour relâcher la pression de manière contrôlée et exploiter le gaz. La phrase choc du début, « il a été effacé », prend tout son sens. Stanislas n'a pas été effacé par un prédateur, mais par la négligence et l'avidité. Le 26 novembre, Stanislas et Julien sont allés à l'entrée B. Ils ont été interceptés par l'équipe de sécurité. Julien a réussi à s'enfuir, mais Stanislas, obsédé par son Nexus, a été emmené à l'intérieur. La société minière l'a gardé prisonnier.
essayant de le convaincre de leur donner le carnet qui contenait les coordonnées exactes de la soupape de sécurité, coordonnées que Stanislas avait calculées à partir de ses cartes anciennes. Le 28 novembre, la date du dessin, Stanislas a réussi à dessiner le plan de la soupape et à le dater. Un message codé pour Julien. Le fichier audio et l'enregistrement de M. Dubois, qui, travaillant secrètement pour la société minière, essayait de manipuler Stanislas pour obtenir les coordonnées. La révélation finale est que le dôme a cédé, non pas à cause de la pression naturelle, mais à cause de la tentative désespérée de M. Dubois de le sceller. L'explosion n'a pas été celle d'un gaz, mais celle d'une onde de choc qui a fait vibrer la ville. Stanislas est vivant. Il a été retrouvé inconscient, protégé par un éboulement partiel. M. Dubois a disparu dans l'effondrement. Le secret que nous avons promis de révéler est que le Nexus n'était pas la fin, mais le début. La pression relâchée a ouvert une faille, non pas dans le sol, mais dans le temps. Le carnet de Stanislas, récupéré, contenait une dernière page, écrite à la hâte. Ce n'était pas un dessin, mais une série de chiffres, une date. 26 novembre 1944. L'impact maximal est que l'explosion a révélé un autre souterrain, plus ancien, qui mène à une chambre scellée. À l'intérieur, des uniformes de la Seconde Guerre mondiale, des documents en allemand et une caisse en bois marquée d'un symbole nazi. Le Nexus n'était pas une poche de gaz, mais le couvercle d'un secret de guerre enfoui sous Clermont-Ferrand, un secret que Stanislas a involontairement libéré. Le silence est revenu sur la fonderie oubliée, mais le bourdonnement, lui, continue de résonner dans les profondeurs de la ville. Stanislas est rentré chez lui, mais il n'est plus le même. Il a vu l'ombre et il l'a libéré. Les autorités ont bouclé le site, parlant d'un simple incident géologique. Mais nous savons ce que nous avons vu. Nous savons ce que nous avons entendu. Nous savons ce que Stanislas a libéré. La question n'est plus de savoir où est Stanislas Servant, mais de savoir ce que la ville de Clermont-Ferrand a caché sous ses fondations pendant 80 ans, et si ce secret, maintenant libéré, ne va pas remonter à la surface pour réclamer son dû. Le retour au silence est une illusion. Après l'onde de choc, après l'effondrement, après la révélation que le Nexus n'était pas une simple chambre de résonance, mais le couvercle d'une histoire bien plus sombre, l'enquête prend une dimension historique et géopolitique terrifiante. La caisse en bois, marquée du symbole nazi, n'était pas vide. Elle contenait des documents, des plans, et surtout un journal de bord. Le journal d'un officier de la Gestapo basé à Clermont-Ferrand pendant l'occupation, qui détaillait la construction d'un bunker secret, une annexe souterraine destinée à stocker des archives sensibles, et plus troublante encore, des œuvres d'art spoliées. La date du 26 novembre 1944, griffonnée par Stanislas, n'était pas un hasard. C'était la date de l'achèvement de ce bunker, le jour où il fut scellé, condamné à l'oubli sous les fondations de l'usine qui allait être construite par-dessus. La société minière, dont nous avons découvert le nom, Global Extraction Corp, n'était qu'une façade. Ses dirigeants, tous d'anciens officiers des services de renseignement, n'étaient pas intéressés par le gaz naturel. Ils cherchèrent des archives. Le gaz n'était qu'un dommage collatéral, une couverture parfaite pour justifier le forage et l'accès au bunker. Leurs lignes d'énergie étaient en réalité les lignes de failles géologiques qui menaçaient l'intégrité du bunker. Monsieur Dubois, le professeur d'histoire, n'était pas un mystique égaré. Il était le descendant de l'officier de la Gestapo dont nous avons trouvé le journal. Il connaissait l'existence du bunker par des récits familiaux codés, transmis de génération en génération. Son obsession pour les souterrains n'était pas académique, mais une quête personnelle pour retrouver l'héritage de son grand-père. Il a manipulé Stanislas, exploitant sa passion pour l'urbex et les mystères de la ville, pour qu'il trouve l'entrée du bunker. Le carnet de Stanislas, avec ses calculs précis, était la clé pour localiser le point faible de la structure.
Le rôle de Julien, l'ami discret, est également éclairci. Il n'était pas un complice, mais une victime collatérale. Il a été menacé par l'équipe de sécurité de Global Extraction Corp pour son silence. Son alibi solide était en réalité une peur panique. La peur de révéler que son meilleur ami était tombé entre les mains d'une organisation qui opérait au-dessus des lois. La révélation finale est que Stanislas, en découvrant le plan de la soupape de sécurité, n'a pas seulement déjoué le plan de la société minière. Il a activé une contre-mesure laissée par l'officier de la Gestapo. Le journal de bord révélait que le bunker était piégé. En cas de tentative d'ouverture non autorisée, une charge explosive, destinée à détruire les archives et les œuvres d'art, serait déclenchée. La tentative de Dubois de sceller la fissure n'était pas pour protéger le Nexus, mais pour désamorcer la charge. Il a échoué. L'onde de choc qui a secoué Clermont-Ferrand n'était pas une explosion de gaz, mais la détonation de cette charge. Une détonation qui a détruit les archives, mais qui a aussi révélé l'existence du bunker. Stanislas, protégé par l'éboulement, a été le seul témoin de la vérité. Il a vu les flammes, il a senti l'odeur de l'histoire qui brûle. Il a vu le secret de 80 ans se consumer en quelques secondes. Le secret que nous vous avons promis de révéler est que le bunker n'était pas vide. Les œuvres d'art spoliées avaient été retirées il y a des années par une autre organisation, celle qui a réellement fondé Global Extraction Corp. L'officier de la Gestapo, le grand-père de Dubois, avait trahi ses supérieurs et avait laissé un faux plan de la cachette dans le journal. Ce que Stanislas a libéré, ce n'est pas un secret de guerre, mais une boîte de Pandore géopolitique. Les archives détruites contenaient la preuve de l'implication de personnalités françaises de l'époque dans la spoliation, des noms qui résonnent encore aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir. La destruction des archives était le but ultime de Global Extraction Corp. Ils n'ont pas cherché à récupérer les documents, mais à s'assurer qu'ils ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Le kidnapping de Stanislas n'était pas pour le carnet, mais pour s'assurer qu'il ne révèle pas l'existence du bunker avant que la charge ne soit déclenchée. Le dernier élément de preuve, le plus troublant, est un fragment de papier retrouvé dans la poche de Stanislas. Un fragment qui a échappé à l'explosion. C'est une liste de noms, tous des adolescents de Clermont-Ferrand, disparus sans laisser de traces au cours des 10 dernières années. À côté de chaque nom, une date, et à côté de la date, un mot. Nexus. Stanislas n'était pas le premier. Il était le dernier d'une série d'explorateurs urbains, tous attirés par le même mystère, tous manipulés par la même organisation, tous effacés pour protéger le secret du bunker. Le dernier mot de ce bloc est le plus sombre. Le corps de M. Dubois n'a jamais été retrouvé. Seul son manteau, déchiré, a été découvert dans les décombres. Mais une semaine après l'incident, un colis anonyme est arrivé à la rédaction du journal local. À l'intérieur, le carnet de Stanislas et une note manuscrite, d'une écriture élégante, celle de M. Dubois. La note disait « Le Nexus est scellé, mais la vérité a trouvé un autre chemin. Cherchez la lumière dans l'ombre. » Silence est revenu sur la fonderie oubliée, mais le bourdonnement, lui, continue de résonner dans les profondeurs de la ville. Stanislas est rentré chez lui, mais il n'est plus le même. Il a vu l'ombre et il l'a libéré. Les autorités ont bouclé le site, parlant d'un simple incident géologique. Mais nous savons ce que nous avons vu, nous savons ce que nous avons entendu, nous savons ce que Stanislas a libéré. La liste de noms retrouvés dans sa poche est désormais entre nos mains. Elle est la preuve que l'affaire Stanislas Servant n'est pas un cas isolé, mais le dernier chapitre d'une série d'effacements orchestrés. Chaque nom sur cette liste est un écho, une âme perdue dans la quête du Nexus. Nous avons contacté les familles de ces adolescents disparus. Leurs témoignages sont unanimes. Tous étaient des explorateurs, des rêveurs, des esprits curieux, attirés par les mystères de la ville. Tous avaient un carnet, tous dessinaient des plans.
l'organisation Global Extraction Corp a réussi à détruire les archives, mais elle n'a pas réussi à effacer la mémoire de ses enfants. La question n'est plus de savoir où est Stanislas Servant, mais de savoir ce que la ville de Clermont-Ferrand a caché sous ses fondations pendant 80 ans. Et si ce secret, maintenant libéré, ne va pas remonter à la surface pour réclamer son dû. Et surtout qui, dans les hautes sphères de la ville, a permis à Global Extraction Corp d'opérer en toute impunité pendant toutes ces années, sacrifiant des adolescents sur l'autel d'un secret de guerre.